Bonjour. Bonjour à tous. On arrive, on s'installe. Les petits problèmes techniques. On arrive. Bonjour à tous. Alors désolé, un petit souci technique. Est-ce que vous nous entendez bien? Voilà, ouais, Victor, les joies du live, c'est ça. Ok. C'est parfait. Bonjour et bienvenue à tous pour ce webinaire empirique, donc dédié aux synergies SEO et SIA, comment tendre vers un pilotage unifié du search. Donc, je suis Lionel Cherpin, je suis le fondateur et le dirigeant de l'agence empirique et j'aurai le plaisir d'animer ce webinaire avec Lucille, directrice SIA d'Empirique. Donc, nous serons ensemble pour une petite heure. N'hésitez pas à poser vos questions dans la partie dédiée sur le chat. Nous essaierons d'y répondre. Voilà. Dans certains cas, on verra, ça pourrait être en live ou d'avoir une session de questions-réponses à la fin de ce webinaire. Alors, je vais tout de suite partager mon écran. Attendez, pardon, mais là, je suis un peu... Excusez-moi, alors c'est pas la première fois qu'on anime un webinaire, mais là, j'avoue que je pédale un petit peu dans la semoule. Hop. Est-ce que vous voyez correctement mon écran? Oui, normalement, c'est tout bon. Le programme, l'agenda, on va avoir une présentation en 4 points sur le comportement des internautes au sein des pages de résultats, la définition d'une stratégie search et l'allocation des budgets entre les deux canaux, et ensuite comment on va s'appuyer sur les forces du SEO pour améliorer les performances du SIA et inversement, et à la fin, on verra toute la partie outils de pilotage et sources de données à exploiter. Rapidement, une petite présentation d'Empirique pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, Empirique, on est une agence de marketing digital et on répond à 2 grands objectifs. Un premier objectif d'amélioration des performances des sites de nos clients, en termes de visibilité, en termes d'audience et de conversion. Et également, on va répondre à des problématiques de création des actifs data. La création des actifs data grâce à des expertises en data, en analytics, afin d'aider nos clients à exploiter leur potentiel de données pour améliorer la prise de décision. Et on s'appuie évidemment sur Analytics également dans nos prestations dédiées à l'amélioration des performances des sites de nos clients. Excusez-moi, décidément, notre offre, nos expertises sont positionnées sur toute la chaîne de valeur de la donnée, évidemment tout ce qui va être en amont dans l'exploitation, l'installation, la construction de son capital données. Donc, on va déployer des solutions Analytics, Google Analytics, mais également des solutions qui sont alternatives, exemptées du recueil de consentement par rapport à des problématiques RGPD, notamment AT Internet, Matomo ou Piwik. Ensuite, on va s'appuyer sur nos expertises en interne des consultants, mais également des expertises en data science pour exploiter, faire parler ces données, faciliter la prise de décision au niveau de sa stratégie digitale en termes d'activation des leviers, d'optimisation de ses contenus, de l'ergonomie, de l'analyse des stratégies concurrents. Et ces analyses vont nous servir ensuite à activer 3 des grands leviers du marketing digital qui sont le SEO et les contenus, le SIA et les social ads, et la partie UX et AB testing. Et on verra au cours de cette présentation, on va
se rendre compte des fortes synergies entre ces 3 leviers. Et ensuite, l'étape d'après, c'est évidemment de piloter sa stratégie avec la donnée, en faisant de la data vise, mais également en s'appuyant sur des produits internes et notamment notre outil observatoire qu'on va vous présenter aujourd'hui en partie au cours de ce webinaire. Aujourd'hui, on a un des axes forts sur lequel on travaille en SEO et SIS, c'est ce qu'on appelle le scrap des SERP. Donc, les SERP sont les pages de résultats de Google. On extrait l'ensemble, beaucoup d'informations au sein de ces SERP, notamment les typologies de sites qui se positionnent, la place qu'ils occupent, l'aire qu'ils occupent. On récupère les PA, les questions posées. On récupère énormément d'informations et ce sont des choses qui sont aujourd'hui au cœur de nos stratégies SEO et également SIA et qu'on va vous présenter au cours de ce webinaire. Je vais laisser maintenant la parole à Lucille sur le contexte, sur la façon dont les internautes aujourd'hui se comportent au sein des pages de résultats de Google. Voilà, tout à fait. Donc, effectivement, ces pages de résultats de recherche, elles peuvent présenter un affichage, mais vous l'avez certainement effectivement remarqué, qui peut être assez varié. Alors, on a pris comme thématique pour ce webinaire un sujet que nous apprécions chez Empirique, le sujet du champagne, avec effectivement différents types de requêtes. Alors, pour vous montrer un petit peu les variations, là, on est sur 2 requêtes qui peuvent être 2 requêtes commerciales et pour lesquelles on a 2 affichages qui sont effectivement différents, avec une valorisation effectivement des résultats organiques sur la requête champagne blanc de blanc avec des résultats shopping à droite, et puis un affichage qui va dans un autre sens pour la requête champagne demi-sec, avec en premier lieu les résultats shopping et puis les résultats SEO qui s'affichent par la suite. Et c'est vrai que cette variation dans l'affichage des résultats va venir impliquer, impacter les performances et notamment effectivement la visibilité et l'impact de ce positionnement SEO. Là, on voit effectivement que pour ces 2 requêtes, si on part du principe que ces 2 requêtes sont recherchées environ 1000 fois par mois, eh bien, les affichages engendrent des taux de clic qui sont différents. Et pour la requête de gauche, avec un affichage du résultat SEO vraiment en première position et en premier affichage, la requête, le clic peut générer effectivement 340 clics potentiels, alors que pour une première position, mais dans un autre affichage où les résultats ads et les résultats shopping sont effectivement en haut de page, une première position peut générer moitié moins 140 clics. Donc, on a vraiment à position égale un impact en termes de captation de trafic, ne serait-ce que par l'organisation, la structure des pages de résultats de recherche. Et puis, on a effectivement d'autres éléments à prendre en compte. On a ces résultats, ces recherches qui peuvent potentiellement générer aucun clic. C'est le cas souvent avec les positions 0, où effectivement on a un encart de réponse. Google passe de cette notion de moteur de recherche à moteur de réponse, où on a aujourd'hui, pour certaines requêtes, plus besoin d'aller sur le site. Google nous apporte tous ces éléments de réponse. Et ce serait aujourd'hui 65% de ces recherches qui ne généreraient aucun trafic et 77% sur mobile, ce qui est encore plus important, où on a effectivement l'impact de l'affichage des résultats de recherche qui est encore plus marqué effectivement sur mobile, avec un impact plus fort sur la dimension SEO. Alors, on n'a pas forcément, malheureusement, on n'a pas la possibilité de nous, de notre côté, de vérifier ces constats. Parce que pour avoir ces informations, il faudrait avoir les statistiques Search Console de l'ensemble des sites qui vont se positionner en première page sur une requête. Alors, même si on a quelques clients dans le domaine des spiritueux et dans les domaines du champagne, malgré tout, on ne les a pas tous. Donc, on n'est pas en mesure de pouvoir confirmer cette statistique qui est effectivement très importante. Après, la bonne démarche par rapport à ces constats-là, c'est-à-dire qu'on peut présupposer que sur certaines requêtes, on a très peu de clics. Quand on a une top position et qui a finalement un très faible taux de clic, si je suis premier et que j'ai un taux de clic SEO à 10%, alors que la moyenne voudrait que je sois plutôt à 20 ou 30%,
ça peut tout simplement s'expliquer par finalement par le fait que ma position répond à la question de l'internaute. Mais c'est surtout après, nous, dans l'analyse que l'on peut faire, là, on peut présupposer combien de verres dans une bouteille de champagne. Bon, on a tout de suite la réponse. On est sur une requête qui est assez simple. Donc, effectivement, là, on peut supposer qu'on a très peu de clics vers la page. Après, est-ce que c'est quelque chose qu'il faut négliger d'un point de vue stratégie SEO? Pas forcément, dans la mesure où on se positionne premier, on peut quand même créer un peu de notoriété sur son site. Après, est-ce que si on est dans une optique de vente, est-ce que c'est une requête qui est stratégique? Probablement pas. Voilà. Donc c'est pour ça que cette analyse des pages de résultats est aujourd'hui un des éléments clés des stratégies SEO et des stratégies SIA. Et c'est notamment pour ça qu'on travaille sur l'industrialisation de l'extraction des informations présentes dans les pages de Google. Et effectivement, la composition de la page de résultats de recherche selon la présence uniquement de résultats organiques ou de résultats organiques, les 10 premiers résultats, des pages de résultats avec des positions 0, des résultats de liens sponsorisés Google Ads et effectivement la présence de Google Shopping en Ads va venir impacter ces taux de clics et on voit des variations assez fortes, pourtant à position égale, des taux de clics sur les 3 premiers résultats SEO avec effectivement, plus on a d'éléments, et notamment la partie effectivement ads en lien sponsorisé et en shopping, et plus le taux de clic des résultats SEO va venir effectivement se dégrader. Et on peut aller sur les 3 premières positions, effectivement, sur des taux de clic qui diminuent assez fortement selon uniquement effectivement la composition de la page de résultats de recherche. Et puis, alors, on a effectivement la composition de ces résultats, de ces SERP, et puis on a des comportements qui vont varier aussi selon différents facteurs. Le device, on voit bien quand on navigue sur desktop, mobile ou sur tablette, on peut avoir des résultats, un comportement de navigation qui va être effectivement complètement différent. L'agencement de la page va aussi effectivement varier de l'intention de recherche. On n'aura pas les mêmes modules, on va dire, selon une requête transactionnelle, commerciale, informationnelle ou plus navigationnelle. Donc, effectivement, cette deuxième partie d'intention de recherche est à prendre en compte dans la variation du comportement, selon les secteurs d'activité aussi. Entre de l'e-commerce, on aura la proportion effectivement forte de shopping ou du tourisme, des médias, de l'institutionnel. On va avoir, selon les secteurs d'activité, des comportements qui vont varier. Et puis enfin, selon la typologie de requête, effectivement, selon une requête assez structurée de longue traîne et une requête générique, ou alors effectivement un axe éditorial avec des questions, on va avoir un comportement qui peut varier. Donc au-delà de l'agencement de la SERP, on a aussi d'autres éléments à prendre en compte dans l'analyse du comportement. On le voit notamment sur desktop. On a des taux de clic, comme on le voyait, on l'avait tout à l'heure sur les recherches à 0 clic, qui sont globalement beaucoup plus faibles que sur desktop. Et notamment dans le e-commerce, où faites vous-même le test, vous tapez une requête orientée e-commerce et vous allez avoir une place très importante accordée au résultat Google Shopping. Alors c'est normal, en tout cas c'est évident que Google va valoriser les résultats qui lui rapportent de l'argent, et le résultat SEO, il est loin quand on est sur mobile. Donc ça, effectivement, ça va forcément influencer les comportements. Et puis, effectivement, la maturité des sites par rapport au digital peut aussi impacter. Alors là, on est plus sur une relation générationnelle. Quand on regarde effectivement l'étude qui est utilisée, où les comportements de clics peuvent être différents selon les tranches d'âge, avec en tout cas 77%, c'est une étude effectivement qui utilisait ces deux dimensions pour calculer les taux de clics, et que globalement, 77% des personnes interrogées reconnaissent bien les résultats ads, mais certaines tranches d'âge, et notamment effectivement sur la partie des seniors, avaient une propension plus importante à venir cliquer sur les résultats publicitaires, et notamment quand on avait une dimension de marque qui était associée. Donc effectivement, ça peut, là encore, venir influer des éléments stratégiques selon
les tranches d'âge des cœurs de cible que nos clients peuvent adresser. On a d'ailleurs souvent cette question de la part de certains de nos clients. Est-ce que vraiment les internautes aujourd'hui font le distinguo entre les résultats naturels et les résultats payants? Cette étude confirme qu'effectivement aujourd'hui c'est le cas. Où il y a effectivement 10-15 ans, il pouvait y avoir chez certains internautes des difficultés à appréhender la différence des résultats, mais aujourd'hui, ce n'est plus forcément le cas. Et la deuxième question, c'est est-ce que les gens cliquent sur les résultats payants? Moi, j'entends quelquefois des gens qui me disent moi, je clique jamais sur la pub. Oui, alors, ça peut arriver dans certains cas, mais au global, si, évidemment qu'il y a des gens qui cliquent sur les pubs. Et de toute façon, ce dont on se rend compte, c'est que le plus important, c'est finalement, peu importe que ça soit du ads ou du SEO, ce qui est important pour l'internaute, c'est qu'on ait un résultat qui réponde précisément à son besoin et à son intention de recherche. Et c'est bien sur cet axe-là qu'il faut travailler en priorité. Alors maintenant, la question, c'est comment on va définir une stratégie search et allouer les budgets entre les deux canaux. Alors déjà, il y a un premier élément, un premier constat, c'est que le SEO, malgré tout, malgré le fait que les résultats ads prennent une place de plus en plus importante dans les pages de résultats, qu'il peut y avoir effectivement sur certains types de requêtes et sur certains devices une faible visibilité des résultats SEO. Donc effectivement, on peut avoir des choses au cas par cas, mais de là à se dire qu'on va complètement négliger sa stratégie SEO et tout mettre sur de SIA, c'est pour moi, quel que soit le secteur d'activité, une démarche hautement risquée et probablement peu rentable, parce que le SEO reste quand même à la fois un trafic gratuit. Quand un internaute clique sur un lien, ça ne vous coûte pas d'argent. Alors mes clients me disent souvent que c'est pas gratuit, il faut payer un prestataire, d'accord. Mais malgré tout, dans le comportement avec les internautes, ça ne vous coûte rien à chaque fois qu'ils cliquent sur un de vos résultats. Deuxième élément, c'est que c'est un trafic pérenne. Au contraire du SIA, le jour où vous coupez les campagnes, vous coupez le robinet, vous n'avez plus d'audience. Donc aujourd'hui, trafic gratuit plus trafic pérenne, on a une rentabilité du SEO qui reste très forte et on vous en fera la démonstration par la suite. Je n'ai pas dit qu'il fallait évidemment pas faire de SIA, mais aujourd'hui, le SEO reste un levier incontournable. Le SEO n'est pas mort comme on peut l'entendre de temps en temps. Voilà, le SEO reste aujourd'hui et c'est le cas depuis très longtemps, reste un levier incontournable. Alors le SEO change, le SEO évolue au gré des changements de comportement et des algorithmes de Google, l'émergence de la recherche vocale, l'émergence du mobile, des nouvelles pratiques de recherche comme Google Lens qui va de plus en plus se développer, mais malgré tout, le SEO, il n'y a pas de discussion possible, reste un levier incontournable, quel que soit son site. Dans quel cas spécifique on peut devoir privilégier le SIA au SEO? Le premier élément, c'est s'il y a un enjeu de rapidité. Effectivement, si pour des questions de saisonnalité, des questions de présence sur un événement en particulier, si vous devez être visible dans deux semaines sur un mot-clé très concurrentiel, ça va être très difficile en SEO, pour ne pas dire impossible. En SIA, il est possible de se positionner rapidement sur tout type de mots-clés, j'ai envie de dire en 24-48 heures. Il suffit évidemment de payer. Le deuxième intérêt, c'est qu'on peut, via le SIA, alors évidemment, on a des notions de géolocalisation en SEO, mais en SIA, on peut avoir une approche encore plus fine pour toucher facilement une cible géolocalisée dans une région ou dans une ville en particulier. Troisième intérêt, c'est une logique de laboratoire. Et c'est là où on voit bien qu'on peut avoir des convergences et des synergies entre les deux leviers. Si on a une incertitude sur le potentiel de clic ou de conversion d'un mot-clé en SEO, imaginons, on reprend l'exemple des champagnes, on a un mot-clé
on reprend l'exemple de combien de verres dans une bouteille de champagne. Alors, l'exemple n'est pas forcément très heureux parce qu'on peut bien se douter qu'il est peu probable que des gens, après, achètent une bouteille de champagne. Mais si on travaille l'optimisation SEO sur cette requête, donc ça veut dire créer du contenu, mettre en place des stratégies de lien, on obtient une top position, on génère des clics, mais on se rend compte que finalement, on n'a pas de conversion, bah, c'est du temps perdu. Et ben là, en SIA, on peut tout de suite acheter le mot-clé et voir si le site a un potentiel de conversion sur cette requête. Il y a par contre un élément, un préalable absolument fondamental, c'est quand même d'avoir sur cette requête une landing page qui soit adaptée, parce que si on fait pointer le mot-clé en SIA vers une page qui ne répond pas strictement à la requête, on n'aura pas forcément de conversion et donc on ne répondra pas à la problématique. Le quatrième cas qui peut arriver, c'est finalement l'atteinte d'une top position en SEO est considérée comme très complexe ou, pour ne pas dire impossible, par rapport à la concurrence. Vous êtes dans le e-commerce, vous avez dans les 3 premiers résultats SEO, Amazon, Cdiscount et un autre gros acteur, j'allais dire Pixmania, mais ça c'était en 1912. Trois sites qui ont une très forte très importante force de frappe d'un point de vue SEO, on peut se dire finalement il vaut peut-être mieux essayer le SIA que d'enclencher des efforts qui seraient trop importants en SEO. Donc globalement, si on prend un peu plus de recul, finalement la bonne approche, c'est une approche mixte sur son set de mots-clés. On n'est pas dans une approche, pour moi, et c'est important, qui est manichéenne. On peut difficilement se dire tous mes mots-clés, je fais que du SEO, tous mes mots-clés, je fais que du SIA. Non, c'est une approche mixte et c'est vraiment une approche au cas par cas pour chaque mot-clé que l'on va déterminer la bonne stratégie d'activation des leviers. Premier cas, dans quel cas on va en SEO se dire on va miser uniquement sur le SEO sur certains mots-clés. Ça peut être des mots-clés qui ont un potentiel d'audience, mais finalement un faible potentiel business. Je reprends l'exemple de ma requête « Combien de verres dans une bouteille de champagne ?» C'est intéressant en trafic, c'est intéressant en notoriété, mais par contre, faible potentiel business. Donc, on l'active uniquement en SEO. On n'a pas de concurrence en ads. Donc, on peut très bien se dire, à la limite, s'il n'y a pas de concurrence en ads, ça peut être aussi intéressant, si on est sur un mot-clé qui a un potentiel business, d'aller se positionner en ads, dans l'absolu, pour optimiser sa part de voix. Mais dans ce cas-là, il est peu probable qu'on soit le seul acteur si c'est un mot-clé qui a un potentiel business. Donc, s'il n'y a pas de concurrence ads, ça peut être intéressant de se positionner en SEO. Troisième cas, on a un mauvais ROI en SIA. Et donc, on va plutôt privilégier le SEO. Le SIA seul, c'est les cas que j'ai présentés sur la slide précédente, l'enjeu de rapidité, le ciblage géolocalisé, la logique de laboratoire ou un effort SEO qui serait trop important. Et ensuite, dans quel cas on peut se dire sur certains mots-clés, je vais essayer d'être présent en SEO et aussi en SIA. Deux cas, ce sont des mots-clés qui ont un potentiel d'audience et un potentiel business. Moi, des fois, on a certains de nos clients qui ont une approche assez dichotomique et manichéenne. Je vais me positionner uniquement en SIA sur les mots-clés où je suis mal positionné en SEO. Effectivement, ça rejoint le cas où je suis mal positionné et où finalement l'obtention d'une top position demanderait des efforts trop importants. Mais par contre, si c'est un mot-clé ultra stratégique pour vous d'un point de vue business, il faut envisager une double présence SEO-SIA, d'autant plus que si on se met à la place de l'internaute, quand il va voir qu'une entité est présente à la fois en SEO et en SIA, peut se dire cette marque, elle est ultra légitime sur ce mot-clé-là et donc serait plus enclin à cliquer sur un de vos résultats. Deuxième cas que l'on peut avoir, c'est l'optimisation de la part de voix au sein des SERP sur des thématiques stratégiques ou aussi dans des logiques d'e-réputation. Finalement, je vais aussi acheter ma marque en SIA pour
déjà parce que je cours le risque que des concurrents l'achètent aussi en SIA, mais aussi pour vraiment développer, optimiser ma part de voix au sein des pages de résultats de Google et faire en sorte que les résultats autres que les résultats que moi je maîtrise autour de ma marque aient une visibilité qui soit la plus faible. Ensuite, pour valider cette stratégie et de confronter le SEO et le SIA, alors on a une problématique qui est très forte entre le SEO et le SIA, c'est qu'on est sur un système de données qui est différent et surtout une temporalité qui est différente. C'est-à-dire que la temporalité, le SIA, elle est assez simple, on peut prévoir un budget pour une période donnée. Le SEO, quelque part, on peut difficilement, si on travaille sur des actions d'optimisation, elles ne vont pas s'arrêter à 3 mois et à 6 mois. Alors bien sûr, il faut suivre, il faut entretenir, mais l'effet du SEO ne va pas s'arrêter d'ici 3 ou 6 mois. Et même si on s'arrête, même si on arrête de mettre en place des actions. Donc c'est pour ça qu'il est important d'avoir une vue qu'on soit sur une fenêtre de temporalité qui soit la plus longue possible pour ne pas dégrader évidemment le potentiel du SEO par rapport au SIA. Donc ça, c'est le système de temporalité. Et le deuxième élément de difficulté, c'est le système de données. En SEO, on est capable d'aujourd'hui de calculer la position. En SIA, on n'a plus cette information. Google ne la donne plus. En SEO, on est aujourd'hui avec le phénomène du not provided dans les outils analytics. Alors, même si on a des infos dans la Search Console de Google, on ne sait pas vous dire quel est le chiffre d'affaires que l'on peut associer à un mot-clé en SEO, alors qu'on le sait en SIA. Donc, on a ces problématiques-là qui font que ce n'est pas forcément facile de confronter, d'avoir une approche où on va pouvoir comparer et faire des estimations entre le SEO et le SIA pour un même mot-clé. Et donc, finalement, les deux seules choses qu'on est capable de mesurer, d'estimer, et j'ai envie de dire, c'est le nerf de la guerre quand on doit faire des choix d'un point de vue business, c'est sur le SEO et le SIA, finalement, quel est mon potentiel de performance en termes de clics, en termes de chiffre d'affaires, en termes de ROI, en termes de lead si je suis sur un site B2B. Et en face de ça, quels sont les efforts que j'ai à fournir? En SEO, c'est de la production de contenu, c'est du linking, c'est des optimisations techniques. En SIA, c'est évidemment l'argent qu'on va donner aux plateformes, mais c'est aussi la création de landing page, ça peut être aussi les honoraires de pilotage que vous allez confier à votre agence. Donc finalement, si on prend du recul par rapport à tout ça, ce sont finalement, et c'est bien évidemment le nerf de la guerre, fondamental de confronter d'un côté le potentiel de performance que l'on peut avoir sur un mot-clé et donc le potentiel de business et de l'autre, les efforts que nous avons à fournir pour y répondre. Donc pour ça, on va avoir besoin de plusieurs sources de données qu'on va vous présenter par la suite. Des données de marché, quels sont les volumes de recherche autour des mots-clés, quels sont les coûts au clic moyens, quelle est la difficulté en SEO pour se positionner sur un mot-clé. On va avoir besoin des données Search Console, Google, qui vous permettent de connaître déjà votre visibilité, votre position, votre taux de clic, le nombre de clics que vous générez d'un point de vue SEO. Vous allez avoir besoin des informations autour de l'aspect de la SERP. On l'a vu en introduction par la présentation de Lucille. Les taux de clic sur le SEO, le SIA vont être très influencés par le device et par la physionomie globale de la SERP. Et puis, si on veut être sur des notions de chiffre d'affaires, de ROI, on va avoir besoin aussi des données analytiques. Donc, aujourd'hui, on fait un travail, notamment par notre super directeur technique, Yannick, qui va s'agréger à ces différentes sources de données, les normaliser, et ce n'est pas simple du tout parce qu'on peut avoir, on a des données qui sont très hétérogènes entre les différents leviers. Souvent en rigolant, on se dit que la donnée SEO fournie par Google, c'est un peu de la donnée Jean-Michel à peu près, pour ceux qui voient la référence. Et donc, on a un enjeu d'extraction, de normalisation et ensuite de traitement et de visualisation de cette donnée entre les différents leviers.
Donc, la première étape, elle va consister à projeter par mots-clés les clics SEO incrémentaux que l'on peut avoir à 6 mois. Les approches traditionnelles que l'on peut avoir en SEO, c'est de souvent focaliser les actions sur les mots-clés qui ont les plus grands volumes de recherche. Effectivement, c'est un point important qu'il faut prendre en compte. Nous, l'approche qu'on est en train de déployer, aujourd'hui, c'est d'être surtout une approche où on va projeter, en se basant sur l'historique, à 6 mois, les volumes de recherche. Et dans le cas du champagne, sur la période juillet à décembre, il y a forcément une très forte saisonnalité avec la période de Noël. Et donc ça, c'est des éléments qu'il faut prendre en compte. Ensuite, on va extraire les volumes, on va extraire les informations des SERP, donc être capable de vous donner un pourcentage de visibilité entre les 5 grands types de résultats que l'on peut avoir au sein des SERP. Les résultats SEO, tout ce qu'il y a de plus classique. Ce qu'on appelle les résultats Google, c'est globalement les snippets, les widgets. Alors, on a le cas, par exemple, sur la météo. Quand un internaute tape météo Lyon, forcément, on a un widget Google qui apparaît. Le taux de clic dans ce genre de situation va être extrêmement faible. Donc, c'est quelque chose que l'on va extraire. Les résultats search classiques, les résultats donc, sous forme de liens textuels, les résultats shopping, les snippets. Donc, les snippets, c'est les images, c'est les vidéos, c'est Google Maps. C'est aussi des résultats qui probablement ne vont pas générer énormément de clics. Ensuite, on va récupérer notre position à date sur ce mot-clé. Donc là, en l'occurrence, alors je tiens juste à préciser qu'on a fait l'exercice avec notre client Nicolas Feuillat sur les champagnes. Par contre, les données de volume de SERP et de projection sont fiables. Par contre, on a évidemment, pour des questions de confidentialité, on a des données autour du chiffre d'affaires et du ROI qui sont des données que l'on a randomisées pour des questions de confidentialité. Donc, sur la position SEO à date de notre site, et on va, autour de ces positions-là, faire des projections de clics sur la période à partir de notre position actuelle. Donc, on voit que sur le mot-clé champagne blanc de blanc, on a une projection de clics de 422 si on continue à être 7e. Sur le mot-clé Nicolas Feuillat, champagne Nicolas Feuillat, si on continue à être premier, on va avoir une projection de 6483 clics. Et sur les autres, comme on a une faible position, on a une projection de clics à 0. Et on va estimer les projections de clics incrémentaux si on obtient la position 1. C'est-à-dire qu'on va calculer le nombre de clics si on est en position 1 en fonction des SERP Google, des volumes de recherche et de la part réelle des résultats Google. Et on va soustraire les clics actuels. Donc, forcément, on se rend compte que le mot-clé sur lequel on a la projection de clics incrémentale, c'est le mot-clé champagne blanc de blanc. Puisque aujourd'hui, je suis 7e par rapport au mot-clé champagne Nicolas Feuillat, où notre projection de clic incrémental, elle est finalement à 0, puisqu'on est déjà premier. Ça, c'est une dimension qui est importante, c'est-à-dire que si on engage des actions d'optimisation d'un point de vue SEO sur des mots-clés, ce qu'on doit mesurer comme ROI, ce n'est pas le volume de clics, c'est les clics incrémentaux. C'est dans quelle mesure ces actions nouvelles ont apporté une performance supplémentaire. Donc, cette notion de clic incrémental, elle est très intéressante parce qu'elle, finalement, elle va tenir compte de l'ensemble des paramètres en amont. Là, on vous a montré l'ensemble des colonnes qui arrivent à cette conclusion-là, mais on aurait pu totalement les masquer pour juste vous donner cet indicateur qui permet de prioriser une liste de mots-clés en tenant compte des volumes de recherche, de l'environnement de la SERP et de notre position et de nos performances actuelles. Je vais me dépêcher, il nous reste 60 slides. Non, pas 60. 40. Ensuite, par rapport à cette projection de clic incrémentale, on va estimer l'effort à fournir pour atteindre cette position 1. Alors pour ça, on va exploiter plusieurs outils pour récupérer plusieurs informations, notamment la notion de difficulté. Alors ça vaut ce que ça vaut, mais ça donne quand même un point de repère
beaucoup d'outils du marché, SEMrush, Ahref, Majestic, Moz, nous donnent un indicateur de difficulté qui tient compte finalement de la première page de Google, de l'autorité des domaines, du nombre de backlinks qu'ils génèrent. Donc, ça donne une information. On ne la prend pas non plus il faut la prendre avec des pincettes, mais ça donne quand même un point de repère. Ensuite, nous, on va récupérer de façon automatisée, on va estimer le nombre de backlinks à obtenir. Donc, le nombre de liens qu'on va aller chercher en SEO pour faire en sorte que chaque mot-clé atteigne cette position 1. Comment on est capable d'estimer ces nouveaux backlinks? Tout simplement en extrayant la popularité, l'autorité des sites qui sont positionnés en top 3 Google, en les confrontant à la popularité de notre site. Et donc, du coup, on va être capable d'estimer des nouveaux backlinks. Alors, évidemment, ce n'est pas une science ultra exacte, mais ça donne quand même un point de repère. Et on va ensuite estimer des coûts associés pour ces backlinks qui nous permet d'estimer un effort. Donc là, on voit bien que, par exemple, sur le mot-clé achat champagne, qui est un mot-clé assez concurrentiel en SEO, hein, évidemment, c'est une requête très commerciale, on a un coût qui est estimé à 4 000 €. Là, on s'est focalisé sur la dimension backlink, mais dans les coûts, on aurait pu mettre les coûts SEO de production de contenu, les coûts techniques, mais là, on part juste du principe qu'on est comme, et c'est toute la démonstration que vous fera Lucille par la suite, on part du principe que le site est déjà bien optimisé d'un point de vue sémantique et d'un point de vue technique. Une fois qu'on a finalement ces notions de clic incrémental, de coût, on va être capable de les confronter aux coûts SIA, aux projections de clics SIA pour finalement pouvoir comparer pour chacun des mots-clés à 6 mois, dans une vision lointaine, quel serait mon coût au clic en SEO et quel serait mon coût au clic en SIA. Ce dont on se rend compte, c'est qu'à 6 mois, on a déjà une rentabilité supérieure du SEO par rapport au SIA sur la majorité des mots-clés, sauf sur le mot-clé achat champagne, où on a un CPC qui est très supérieur aux autres mots-clés. Donc, ça va nous montrer, ça nous illustre que si on veut ranker sur ce mot-clé-là, il va peut-être nous falloir déjà beaucoup plus de temps que sur d'autres mots-clés. Et c'est là où on peut se dire qu'une campagne test SIA peut être intéressante parce que finalement, l'investissement de 5 000 € qui est important, il pourra être rentabilisé par rapport au retour sur investissement. Mais on voit bien quand même globalement que le SEO reste rentable à 6 mois. Ensuite, on peut même encore aller plus loin et on peut affiner les données avec des projections de chiffre d'affaires et de ROI. Et pour ça, on va se baser sur deux choses. Soit on a un historique de campagne ads, soit on fait une campagne test en SIA et on applique les conclusions pour le SEO parce que, comme je vous le rappelle, on est aujourd'hui dans l'incapacité de mesurer le chiffre d'affaires d'un mot-clé en SEO à cause de notre provided. Et donc là, on a ensuite des estimations de ROI qui nous permettent finalement de trancher les actions que l'on peut déployer en SEO et en SIA. Donc, si on le voit bien ici, on voit les mots-clés qu'il faut optimiser en priorité en SEO. Le mot-clé achat champagne, pour l'instant, on le met de côté en SEO parce qu'il est compliqué à atteindre en position et qu'il, pour l'instant, aurait un ROI mauvais par rapport au SIA. Et le mot-clé Champagne Nicolas Feuillat, on est déjà premier, donc en SEO, on n'a rien à enclencher, mais par contre, il faut juste qu'on surveille, qu'on soit toujours premier. Et par contre, on pense qu'il faut lancer une campagne SIA parce qu'on ne récupère pas 100% des clics sur la requête Champagne Nicolas Feuillat. Il y a potentiellement des concurrents, des sites comme Vinatis qui vont vendre notre champagne, donc on décide d'aller se positionner en concurrence face à eux. Voilà sur cette partie amont où on va déjà donner une orientation en termes de stratégie. Et maintenant, Lucille va vous montrer dans quelle mesure finalement l'optimisation du SEO va servir au SIA et inversement. Et effectivement, notre approche, elle se base en premier lieu sur cette chaîne de valeur du search. L'objectif, c'est que de la requête qui est exprimée par l'internaute, en passant par la page de résultats de recherche et jusqu'au site, sur l'ensemble de ce parcours, on optimise l'expérience utilisateur de la recherche à la conversion. Donc, on est vraiment sur un parcours qu'on établit dans sa globalité
pour optimiser le processus et travailler le processus de conversion. Et du coup, sur l'ensemble de chaînes de valeur, notre méthodologie, elle va se baser sur effectivement la recherche de mots-clés pour identifier les requêtes à potentiel par rapport à nos objectifs stratégiques, le scrap de SERP pour pouvoir effectivement identifier sa composition en termes de résultats et d'éléments textuels, on le verra tout à l'heure, et puis l'optimisation du site d'un point de vue technique, conversion, on va détailler effectivement chaque axe ensemble et puis avec des outils qu'on peut utiliser pour nourrir effectivement cette méthodologie. Donc on a, alors là on vous adresse effectivement un petit peu le tableau, on va rentrer dans le détail, mais des outils ou des bénéfices qu'on peut retirer, des intérêts pour le SEO comme pour le SIA sur l'ensemble de cette chaîne de valeur. L'objectif c'est d'optimiser à chaque étape pour pouvoir maximiser la conversion. Donc au niveau effectivement de la recherche de mots-clés, comme on part de toute façon au niveau du search, que ce soit pour le SEO ou le SIA, la base, c'est le mot-clé. Donc, effectivement, on a des outils communs qu'on va pouvoir utiliser. Ceux qu'on utilise, nous, ce sont notamment effectivement SEMrush et le Keyword Planner de Google, mais comme beaucoup. Les intérêts communs, c'est que ça nous permet effectivement d'identifier les mots-clés à potentiel avec des volumétries de recherche associées, de poser une notion de saisonnalité et puis de pouvoir identifier des suggestions. On peut être effectivement sur des requêtes un petit peu plus précises que des requêtes génériques. Et puis, pour le SEA, on va en plus récupérer des estimations de coûts par clic et puis l'estimation de la pression concurrentielle qui nous permet de nous dire effectivement déjà si on va être sur une requête avec une présence d'acteurs SIA importante ou au contraire si on a un petit peu plus de marge de manœuvre. Donc, on est vraiment sur ces deux premiers outils qui nous permettent d'identifier des potentiels. Ensuite, on peut avoir un outil qui est initialement effectivement adapté, plus orienté SEO, la Search Console de Google. Donc effectivement, d'un point de vue naturel, ça nous permet d'identifier les requêtes sur lesquelles notre site se positionne et qui ont une capacité déjà effectivement à générer du trafic, des clics, et de pouvoir identifier donc des requêtes génériques, mais aussi des requêtes de longue traîne qui sont avec une construction plus complexe et qui sont davantage le reflet d'une expression de besoin utilisateur sur des requêtes qui ne sont pas forcément détectables via les outils, puisque avec une fréquence éventuellement effectivement plus faible. Et puis, du coup, pour le SIA, ça nous permet d'identifier les mots-clés sur lesquels notre site est légitime effectivement à se positionner et de pouvoir déjà identifier des thématiques qui pourraient nous intéresser d'un point de vue des achats. Du côté des campagnes paid, on a effectivement ce qui peut nourrir cette recherche de mots-clés, cette stratégie de mots-clés. Peut-être les campagnes DSA. Les campagnes DSA, ce sont des campagnes dynamiques, les Dynamic Search Ads, où de façon assez schématique, vous renseignez une URL de destination et Google va venir, à partir du contenu qu'il détecte sur la page, choisir les mots-clés qui lui semblent pertinents pour remplir l'objectif qu'on lui donne. Donc, effectivement, ça implique que le contenu de la page soit structuré et alimenté. Et du coup, l'intérêt, c'est qu'effectivement, d'un point de vue SEA, on gagne du temps puisqu'on s'appuie déjà effectivement sur la création automatique de campagnes par rapport à la structuration du site. Donc, on a cette sélection de mots-clés qui se fait effectivement de façon automatique et ça permet de repérer surtout des mots-clés qu'on aurait pu éventuellement avoir de la difficulté à identifier avec une recherche de mots-clés classique, des mots-clés à potentiel qu'on peut réinjecter dans notre stratégie d'acquisition payante. Et puis, d'un point de vue SEO, c'est de pouvoir identifier des axes sémantiques sur lesquels, effectivement, Google nous positionne, donc nous identifie comme un acteur légitime sur lequel nous identifier comme tel. Donc, ça vient effectivement nourrir ces éléments-là. Et dans la plateforme Google Ads, on a des éléments justement sur ces mots-clés. Si tu veux bien passer. Voilà, avec ces données d'historique qu'on peut retrouver, donc sur la vue mots-clés, sur la vue termes de recherche également, qui nous permet de consulter l'ensemble des mots-clés enfin l'ensemble, en tout cas 80% des requêtes, puisque Google ne donne pas forcément tout, des requêtes internautes qui ont généré l'affichage de nos annonces. Donc ça nous permet effectivement de pouvoir, en consultant la liste des mots-clés sur lesquels les annonces se sont affichées, de pouvoir valider des potentiels de clics et de conversion
sur ce retour de mots-clés, ce qui peut du coup nourrir la stratégie SEO, puisque cette analyse-là, elle est impossible à cause du notre preuve ID et la source, effectivement, est coupée de ce point de vue-là. Et puis, pour la partie SIA, selon l'historique de performance, on va pouvoir adapter la stratégie mise en place en l'affinant, en ajoutant des mots-clés ou en les excluant. Et puis, on a effectivement cette partie recherche de mots-clés qui vient cadrer la première étape. Et puis ensuite, une fois effectivement que l'internaute a fait sa recherche, il arrive sur la page de résultats de recherche. Et là, le scrap des SERP nous permet déjà effectivement d'identifier l'intention de recherche et les contenus qui vont se positionner. Effectivement, sur une intention commerciale, on va retrouver des résultats shopping, sur un point de vue SEO, des pages de liste, des fiches produits. Donc, on sera vraiment sur une orientation de contenus commerciaux, alors que sur une requête qui va être davantage éditoriale, on aura un enjeu d'information avec des contenus du coup orientés dans cet axe-là, des articles de blog, des FAQ, etc. Donc ça nous permet déjà de voir comment répondre à l'intention de recherche de l'internaute et quel contenu Google juge légitime effectivement pour répondre aux besoins de l'internaute. Je m'excuse pour la honteuse faute d'orthographe de contenu commercial. On peut récupérer avec le scrap de SERP les éléments textuels. Donc, ça peut être les balises title et métadescription pour les résultats naturels et les éléments d'annonce pour les contenus payants. Donc, ce qui nous permet effectivement de récupérer ces éléments pour optimiser du coup en SEO nos balises pour améliorer le positionnement et améliorer le taux de clic. Et d'un point de vue effectivement SIA, en travaillant ces éléments textuels, on optimise le taux de clic. On vient améliorer le quality score de nos annonces. Ça nous permet aussi de venir tester différents titres et descriptions en SIA qu'on peut tester. Et puis, si effectivement les taux de clic sont intéressants, on peut venir alimenter nos balises title et métadescription avec ces éléments performants. Donc là, on peut retrouver effectivement ces synergies. Et puis, on a un dernier point qu'on va détailler juste ensuite, de pouvoir enrichir les annonces avec des extensions de liens qu'on peut repérer sur les People Also Ask, les PA qu'on retrouve. Donc, c'est effectivement ces éléments qui correspondent à des questions que peuvent se poser les internautes, qu'on peut venir travailler en SEO pour occuper effectivement l'espace et développer sa part de voix au sein de la page de résultats de recherche, et puis de venir travailler cette logique de concours sémantique avec de la création de contenu autour d'un même sujet. Et puis, effectivement, comme je vous le disais, pour la partie paid, on peut venir enrichir nos annonces avec des extensions bien annexes, avec des contenus créés effectivement orientés SEO, mais qui peuvent répondre à un besoin utilisateur sur nos campagnes. Le postulat de départ que l'on a au niveau du scrap de SERP, c'est de considérer qu'aujourd'hui, le meilleur algorithme au monde qui est capable de détecter un besoin, une intention derrière une recherche, c'est Google. Donc, dans certains cas, les intentions, elles sont extrêmement claires. On est sur une intention commerciale, par exemple, le mot-clé achat champagne. On a un internaute qui est avec sa carte bleue pas très loin et qui va probablement convertir. Sur d'autres typologies de requêtes, champagne blanc de blanc, on peut se présupposer qu'on est sur une intention commerciale parce que on a par exemple Vinatis qui remonte, mais on voit quand même qu'on a derrière les PA qui remontent, on a cet article du Figaro. Donc finalement, sur champagne blanc de blanc, il y a visiblement des internautes qui se posent la question de ce qu'est un champagne blanc de blanc. Et donc, on peut avoir aussi, dans ce cas-là, une double démarche, à la fois commerciale dans son annonce, mais aussi de mettre une extension de lien éditoriale pour répondre à cette requête. On capte l'internaute qui se pose la question de ce qu'est un champagne blanc de blanc, et on peut ensuite essayer de le convertir par des contenus plus commerciaux. Et donc, c'est encore une fois tout l'intérêt du scrap des SERP. On vous a dit, on est devenu un petit peu addict au sujet, mais parce que ça nous donne vraiment énormément d'informations très intéressantes pour le pilotage de nos actions. Le scrap de SERP nous permet aussi d'identifier des clusters, des regroupements de mots-clés autour de sujets communs et qui peuvent renvoyer potentiellement vers une même landing page. Donc, du coup, d'un point de vue SEO, ça nous permet de regrouper des mots-clés qu'on peut intégrer au sein d'une même page et puis travailler à cette construction de cocon sémantique. Et d'un point de vue effectivement SIA, ça peut nous donner des inputs pour venir structurer nos campagnes
par rapport justement à ces regroupements de mots-clés, à ces clusters, donc pouvoir structurer les campagnes et les groupes d'annonces par rapport à cette thématisation qui peut être faite de façon automatique. Donc, on a fait la recherche de mots-clés, le scrap de SERP, et puis on arrive, une fois effectivement sur le dernier point d'étape, le site, avec plusieurs axes d'optimisation, optimisation technique dans un premier temps, avec la structure, le balisage HN, qu'on retrouve sur nos contenus, les balises H1, H2, etc., qui viennent donner une priorité à Google sur la succession des titres. Donc, ça permet effectivement, d'un point de vue SEO, une meilleure compréhension de la page par le moteur. Et puis, on vient travailler la pertinence des mots-clés selon la façon, effectivement, dont on les positionne au sein de la balise. Donc, meilleure compréhension d'un point de vue SEO, mais aussi le fait qu'il vient nous apporter un bénéfice pour la partie SEA, parce que si le moteur comprend mieux la pertinence de la page et de quoi elle parle, et bien derrière, nous, ça peut pouvoir renforcer nos campagnes DSA et nos campagnes intelligentes qui sont aujourd'hui de plus en plus présentes et poussées par la plateforme Google Ads. D'un point de vue technique, la WebPerf, donc effectivement, l'enjeu d'optimiser pour le SEO le budget crawl, donc le temps que le moteur a accordé à votre site pour venir le visiter. Optimisation du quality score d'un point de vue campagne, puisque c'est effectivement l'expérience utilisateur rentre en compte dans ce calcul de ce niveau de qualité. Mais globalement, l'intérêt, là, il est multilevier, c'est que ça améliore l'expérience utilisateur et donc, in fine, impacte positivement le taux de conversion. Donc là, on est vraiment sur une approche CRO dans cette partie-là. Et donc, effectivement, l'optimisation UX du site, elle peut se faire via différents outils qu'on utilise, nous, effectivement, chez Empiric. La partie carte de chaleur via Microsoft Clarity, qui permet d'identifier les zones, effectivement, consultées par les internautes sur la page ou les zones de clic. Deuxième élément, pour venir récupérer de l'information par rapport à l'expérience de navigation sur le site, les sondages qui peuvent être mis en place effectivement par Hotjar. Et puis enfin, de l'A/B testing avec Google Optimize qu'on peut utiliser. Mais là, l'idée, c'est de pouvoir effectivement identifier des changements dans l'organisation de la page ou dans des éléments textuels ou visuels qui peuvent impacter positivement le taux de conversion. Donc, on est vraiment sur ces outils qu'on peut mettre en place pour travailler cette optimisation de la conversion. Ça, c'est un axe aujourd'hui qui est, on trouve trop souvent négligé, c'est-à-dire qu'on on a souvent une logique intellectuelle qui est de dire je mets beaucoup d'argent en acquisition parce qu'il faut faire venir du monde dans mon magasin, ça s'entend, hein, c'est le point de départ. Aujourd'hui, on a quand même un constat, c'est qu'on a une inflation des CPC SEA qui suivent l'inflation générale. Et que quand on met 100 sur le SEA, on ne dit pas qu'il faut mettre 100 sur l'aspect CRO, mais en tout cas, la capacité d'un site à convertir par rapport à l'origine de la visite était quand même un élément clé. Et on a quelques outils simples, gratuits comme Clarity, Hotjar, on a la version sondage en ligne qui est payante, donc qui coûte 100 €, Optimize est gratuit, qui peuvent se déployer très facilement via GTM. Et qui peuvent fournir des insights très intéressants. Et quand on disait tout à l'heure que le SEO était un des leviers les plus rentables du marketing digital, c'est une certitude, mais le CRO est peut-être un levier encore plus rentable parce que quelquefois, des micro-changements peuvent apporter des améliorations sensibles sur la performance de son site. Hein, le libellé d'un call to action, son emplacement, un visuel sont des choses qui peuvent impacter très fortement la conversion. Et on ne parle pas évidemment des bugs qu'on peut constater sur différents devices ou navigateurs. Donc, pensez aussi vraiment à cet axe CRO qui sert au SEO, qui sert au SIA. L'A/B test peut être très intéressant aussi, par exemple, dans le cadre de campagnes SIA pour tester si sur des requêtes commerciales, on doit plutôt faire pointer vers une fiche produit ou vers une page de liste. Voilà, ce sont des choses qui vont finalement être très intéressantes à exploiter pour le SEO également. Un dernier élément, le tracking, le suivi des événements et des conversions. Alors là, on va être effectivement sur le suivi des conversions
business qui sont prioritaires. Et puis, ce qui nous intéresse aussi, ça va être ces micro-conversions. Donc là, par exemple, effectivement, un ajout au panier, un clic sur un bouton. Ces éléments de micro-conversion, elles vont pouvoir effectivement nous aider à avoir une vue plus fine du parcours utilisateur au sein du tunnel. Et puis, d'un point de vue SIA, venir nourrir les algorithmes publicitaires avec des éléments d'interaction qui sont des signaux de qualité et qui sont généralement effectivement en volumétrie plus nombreuse que les conversions finales. Dans un contexte de raréfaction de la donnée, ça peut aider effectivement à nourrir les algorithmes pour remplir les objectifs de performance. Et donc, au final, en optimisant un site pour le SEO, on aura des impacts positifs sur le SIA et inversement. À travers ces 4 grands axes, la partie technique, donc la réponse effectivement aux standards et aux critères d'indexation des moteurs. Sur la partie sémantique, sur identifier effectivement les mots-clés, les contenus qui intéressent et venir effectivement les produire pour répondre aux intentions de recherche. La dimension UX CRO, pour proposer une expérience utilisateur qui sera la plus optimale possible et optimiser la conversion. Et enfin, la dimension de tracking pour pouvoir piloter les actions qu'on mène sur les leviers naturels comme payants à partir de la donnée et venir renforcer, nourrir les algorithmes publicitaires. Donc, on a vraiment ces effets vertueux entre le SEO et le SIA autour de l'optimisation d'un site. Très rapidement, et puis on va conclure sur ce webinaire. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on a énormément de sources de données différentes à exploiter, que on doit se connecter à ces différents outils. On doit normaliser une donnée qui est très hétérogène, la centraliser, la recalculer et ensuite la visualiser. Donc, nous, on a aujourd'hui développé des connecteurs avec beaucoup d'outils différents. On stocke la donnée dans un Google BigQuery qu'on va pouvoir ensuite visualiser dans notre outil Observatoire ou sur certaines analyses ad hoc dans Data Studio, puisque notre outil ne prévoit pas encore un certain nombre de fonctionnalités au niveau notamment d'extraction des CPC SEO, SIA. Ensuite, évidemment, c'est la suite. Les tableaux que je vous ai présentés tout à l'heure en amont, on va pouvoir suivre mois par mois l'évolution des clics incrémentaux, des coûts au clic, du ROI et finalement pouvoir réajuster si besoin son plan d'action avec aussi toujours cette logique de se projeter pour le SEO dans une vision lointaine à partir des projections que l'on va faire. L'intérêt dans cette logique de projection, c'est que, et c'est un des axes sur lequel nous, on va travailler d'un point de vue R&D, c'est qu'on va être en capacité de confronter les projections et nos clics pour faire en sorte que nos modèles d'apprentissage soient en permanence enrichis par rapport aux prédictions et la réalité de ces prédictions. Un dernier élément qui peut être intéressant, c'est qu'on va pouvoir aussi avoir une approche plus technique où on va comparer des données techniques pour chacun des mots-clés que l'on exploite. Donc, on va analyser des données d'impression, de position. Alors, comme je l'ai dit, en SIA, on n'a pas la position en tant que telle, on a les taux d'impression. On va pouvoir analyser les taux de clics et les clics. Et c'est à partir de cette analyse réconciliée qu'on va déjà pouvoir mesurer sur certains mots-clés notre part de voix au sein de Google. Le taux de clic, quelque part, la somme des taux de clic va révéler notre part de voix sur un mot-clé. Et que l'on va pouvoir identifier des actions d'optimisation. Imaginons, j'ai un mot-clé en SIA sur lequel j'ai un très bon ROAS et un taux d'impression en première position qui est de 40%. Du coup, je vais décider de pouvoir investir plus puisque je vais accepter potentiellement de dégrader ma rentabilité pour aller chercher encore plus de conversions additionnelles. Voilà, donc c'est à partir de ce type de données, donc une logique d'analyse en entonnoir. On part d'une analyse business et ensuite on va sur une analyse technique à partir de laquelle on va pouvoir identifier un certain nombre d'actions, sachant qu'aujourd'hui, évidemment, la limite aussi qu'on peut avoir sur le SIA, c'est qu'on est de plus en plus sur de l'automatisation et nos leviers vont être essentiellement, évidemment, dans la rédaction des annonces, dans l'amélioration du taux de clic ou dans la définition des budgets, mais dans le pilotage quotidien même des CPC, on est de plus en plus dépendant des algorithmes Google avec des campagnes type Performance Max qui font un peu le boulot à notre place sur cette fin.
vont pas faire le boulot à notre place, mais en tout cas, vont automatiser le pilotage des enchères sur les campagnes. En synthèse, et puis on prendra les questions, mais si on a 3 choses à retenir, ça fera surtout certains, je peux être surnommé Monsieur 3 points, mais si on a pour moi 3 choses à retenir de ce webinaire, je pense que le premier, c'est qu'il est aujourd'hui fondamental de prioriser une stratégie, qu'elle soit SEO et SIA par rapport à l'environnement de la SERP, non pas uniquement sur les volumes, prendre en compte, être en capacité d'avoir des estimations de projection de clics incrémentaux, de coûts au clic, et de pouvoir éventuellement les confronter entre le SEO et le SIA. Le deuxième axe, c'est que finalement, quand on optimise un site, on ne l'optimise pas pour le SEO, on ne l'optimise pas pour le SIA, on l'optimise globalement pour le search. Et on doit s'appuyer sur les différentes métriques, sur différents outils qui peuvent être communs, mais dans certaines situations différents entre les deux leviers, mais qui finalement vont être très complémentaires. L'analyse des mots-clés qui convertissent en SIA peuvent être très intéressants en SEO. Et le dernier axe, c'est que aujourd'hui, nos métiers, et ce n'est pas une surprise, sont de plus en plus des métiers de la data, puisqu'on doit extraire énormément de sources de données, les réconcilier, les normaliser pour avoir une vue réconciliée de ces leviers SEO et SIA qui nous permet demain d'avoir une approche plus facile en termes de coût au clic et de retour sur investissement. Alors, on n'a qu'une question de Christelle qui nous demande y a-t-il une différence pour mesurer le ROI du SEO et du SIA? Alors, je pense qu'on y a répondu au cours de la présentation. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'assistance? La définition en quelques mots du scrap des SERP. Le scrap de SERP, c'est à partir d'une liste de mots-clés que l'on a définie pour un site, on va extraire, scraper, c'est extraire les informations sur le mot-clé dans les pages de résultats de Google. Donc, par exemple, sur le mot-clé champagne blanc de blanc, on va être capable d'estimer déjà quels sont les types de résultats entre le SEO, Ads, Shopping, Snippet, Google, quelle est la place occupée par ces résultats selon en termes d'air dans la page de résultats, selon la géolocalisation, selon le device. On va extraire également les types de contenus, les titres qui sont exploités en SEO, mais aussi en SIA, les questions qui sont posées. Voilà, donc il y a énormément de cas d'usage. Là, on vous en a présenté quelques-uns, mais on en exploite aussi énormément en SEO. Ça nous permet de mesurer également notre position en SEO. Est-ce qu'on a d'autres questions parmi l'assistance ? Quels outils utiliser pour faire ce scrap? L'outil empirique d'Observatoire. Après, voilà, on ne peut pas vous dévoiler toutes nos recettes de cuisine, mais voilà, aujourd'hui, sur une base de mots-clés, en fait, on est capable de façon industrialisée et automatisée de simuler le comportement des internautes pour extraire ces informations. Comment arrivez-vous à dégager un profil de scrap représentatif compte tenu de cette diversité de résultats personnalisés? Alors, Sandrine, c'est une très bonne question. En fait, effectivement, aujourd'hui, les résultats sont ultra personnalisés quelque part selon les internautes et il peut y avoir potentiellement une page de résultats différente par internaute. Donc, là-dessus, personne, mis à part Google, est en capacité d'avoir ces informations d'ultra personnalisation. Donc, aujourd'hui, ce que l'on fait, c'est que déjà, on va multiplier les scraps sur un mot-clé. On n'en fera pas qu'un seul, on en fera plusieurs. Et surtout, on va définir des paramètres de géolocalisation et de device. C'est-à-dire qu'on va définir des scraps par mobile ou desktop ou par lieu. Et on va même être en capacité de les comparer pour voir s'il y a des résultats qui vont diverger entre le SEO et le SIA entre ces deux paramètres de géolocalisation ou de device pour voir s'il y a des écarts. Après, on peut pas tendre vers l'ultra exhaustivité et l'ultra
représentativité parce que c'est aujourd'hui impossible, sauf pour Google. Maintenant, on estime qu'aujourd'hui, ça nous donne quand même beaucoup d'informations et malgré tout, sur une requête, on a quand même entre deux, je dirais, internautes différents, on peut avoir des différences en termes de type de résultat, d'ordre d'affichage, mais on a 70-80% de la SERP qui va être commune. Et donc, ça nous sert quand même à prendre des décisions. Ça nous sert à prioriser une liste de mots-clés, mais après, notre métier, ce n'est pas paramétrer un outil et appuyer ensuite sur une machine. Le consultant, l'expert, il doit être en capacité de prendre ces informations qui doivent l'aider à prendre la décision, mais c'est lui qui prend la décision au final en fonction de la façon dont il appréhende les données qui lui sont fournies. Est-ce que ça a répondu à ta question, Sandrine ? Est-ce que il y a d'autres questions ? Bon, Anthony, je ne connaissais pas David Goodenough. Hein, je suis content. Pas d'autres questions a priori. Eh ben, on vous remercie pour en tout cas votre présence. Un grand merci pour vos questions. Le webinaire sera disponible en replay. Vous aurez le lien vers un petit questionnaire de satisfaction qui arrivera à la suite de ce webinaire. On se donne rendez-vous à la rentrée pour de nouveaux webinaires. On ne sait pas encore précisément sur quel sujet on organisera des nouveaux webinaires, mais ce n'est pas les sujets qui manquent chez Empiric. Donc, on viendra vers vous pour des nouveaux webinaires à partir du mois de septembre. Le mois de juillet, on va se laisser souffler en termes de webinaires, mais on va surtout travailler sur les très nombreux projets qui sont arrivés récemment chez Empiric. On se tient à votre disposition si vous avez des questions, si vous avez envie de creuser le sujet plus en détail, on est à votre disposition. On vous souhaite en tout cas une bonne journée, une bonne fin de semaine, un beau mois de juillet, de bonnes vacances, un bel été, et on vous dit à très bientôt. Merci beaucoup à tous. Merci en tout cas, merci beaucoup, au revoir. Au revoir.